Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un grand réalisateur, Stanley Kubrick. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Stanley Kubrick est un réalisateur, photographe, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 26 juillet 1928 à Manhattan, à New York, et mort le 7 mars 1999 dans son manoir à Childwick-Bury, entre Saint-Alban et Harpenden, Hertfordshire, au nord de Londres. Après des débuts dans la photographie, Kubrick, autodidacte, était également son propre directeur de la photographie, producteur, scénariste et monteur. Ses 13 longs métrages en 46 ans de carrière l'imposent comme l'un des cinéastes majeurs du XXe siècle. 4 de ses films sont classés dans le top 100 de l'American Film Institute. Stanley Kubrick est issu d'une famille juive originaire d'Europe centrale, habitant dans le quartier du Bronx. Il est le fils de Sadie Gertrude Perveler et de Jacob Leonard Kubrick. Son père, né aux États-Unis d'une mère roumaine et d'un père austro-hongrois, était cardiologue, pianiste et photographe amateur. Il apprend à son fils Stanley, âgé de 12 ans, à jouer aux échecs. Cette passion suit Stanley Kubrick toute sa vie. Sa mère, qui était chanteuse et danseuse, lui donne le goût des livres et de la lecture. Il a une sœur cadette, Barbara, née le 21 mai 1934. De 40 à 45, Kubrick ne trouve aucun intérêt à l'école. À part la physique, rien ne l'intéresse. Il ne parvient pas à obtenir une moyenne suffisante pour s'inscrire à l'université. Surtout que la guerre terminée, nombre de soldats revenant du front tentent d'y entrer que déjà les inscriptions sont limitées. En 1947, à l'âge de 18 ans, elle se marie avec Toba Metz, une camarade de classe de la William Howard Taft High School de New York. Il s'installe dans le quartier de Greenwich Village 2 ans plus tard et divorce en 1951. Pour son 13e anniversaire, son père lui offre son premier appareil photo. Cette nouvelle activité le passionne et lui fait oublier sa passion de jeunesse, le jazz et son rêve de devenir un batteur de jazz professionnel. Il prend de nombreuses photos et les développe avec un ami dans la chambre noire familiale. Il devient le photographe officiel de son collège et a pour idole le reporter photographe Weegee. En 1945, en avril, à l'âge de 16 ans, il réussit à vendre au magazine illustré Look une photographie d'un vendeur de journaux en larmes après la mort de Franklin Roosevelt, qu'il a prise alors qu'il se rendait à l'école. La rédactrice en chef l'engage comme photographe indépendant, par pitié, dit-il plus tard. Stanley Kubrick y travaille durant 4 ans. Il y apprend les ficelles du métier, la composition d'une image, les éclairages, l'usage des extérieurs et l'art de saisir le mouvement. Plutôt perfectionniste, il lui arrive de prendre plusieurs centaines de clichés pour réaliser une seule photo. Grand amateur de boxe, son premier photorécit, intitulé Prize Fighter, le professionnel, raconte une journée dans la vie du boxeur Walter Cartier. C'est ce photorécit qui est à l'origine de son premier film, Day of Fight. Alors, les films notables de Stanley Kubrick, c'est Les Sentiers de la Gloire, Spartacus, Lolita, Docteur Folamour, L'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket et plus récemment Eyes Wide Shut. Pendant ses dernières années de photographe de magazine, Kubrick fréquente assidûment les salles de cinéma, notamment les séances du MoMA. Ses goûts sont éclectiques, avec une préférence, comme il le dit en 1963 dans la revue du cinéma,
pour le cinéma d'auteur européen, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni et Federico Fellini. Les films de Mark Sofuls comme Le Plaisir ou Madame de mouvements complexes et sans heurts de la caméra, Travelling, influencent le jeune Stanley Kubrick. En 1950, l'autodidacte Stanley Kubrick, âgé de 22 ans, se décide à sauter le pas et se lance dans le cinéma. Pour lui, sa meilleure formation, ce sont les longues séances cinématographiques qu'il s'impose, des meilleurs films au pire des navets. Je ne peux pas faire pire, se dit-il. Dans ses premiers films, Kubrick fait tout lui-même. Il est à la fois scénariste, cadreur, ingénieur du son, monteur et réalisateur. Entre 1950 et 1951, Kubrick réalise 2 documentaires, consacrés l'un à un boxeur, l'autre à un missionnaire. Il reprend l'idée de son photorécit Prize Fighter, réalise avec Alexander Singer, un camarade de classe, le court-métrage Day of the Fight, une journée de la vie du boxeur Walter Cartier, filmé comme un reportage. Autofinancé avec un budget de $3 900, le documentaire est vendu à RKO Pictures avec seulement $100 de bénéfices. Pour Flying Padre, Stanley Kubrick reprend la même idée et suit durant 2 jours Fred Stadenmüller, un missionnaire catholique. D'une durée de 9 minutes, ce film est en partie financé et distribué par RKO. Les 2 documentaires sont des succès mineurs, mais Kubrick se fait remarquer par le brillant de sa photographie. Lui-même dit « Même si mes 2 premiers films étaient mauvais, ils étaient bien photographiés ». En 1952, à la demande de Richard de Rochemont, futur producteur de son premier film Fear and Desire, Kubrick est réalisateur d'une 2e équipe sur une séquence d'un omnibus consacré à Abraham Lincoln. Par la suite, il réalise plusieurs épisodes, toujours en qualité d'assistant réalisateur. Et en 1953, il réalise son premier documentaire en couleur, The Seafarers. Dans ce film promotionnel sur la marine marchande, on retrouve les travelling à la Max Ophuls. Les premiers longs métrages. Pour réaliser son premier long métrage, Fear and Desire, Kubrick emprunte à sa famille $9 000. Il persuade un ami poète de lui écrire un scénario original, l'histoire d'un groupe de soldats chargés d'éliminer une troupe ennemie dans une guerre fictive. À la fin du film, les soldats voient leur propre visage dans ceux de leurs ennemis. Le réalisateur tourne son film en 35 mm noir et blanc près de Los Angeles. Une nouvelle fois, il fait tout. Il décide de ne pas enregistrer le son avec les images et son erreur lui coûte $3 000 de post-synchronisation. Malgré tout, il est fier d'avoir réussi à terminer son film. Plus tard, il qualifie son film de tentative inepte et prétentieuse et décide de le retirer des circuits de distribution et d'en interdire toute projection. Encouragé par une critique honorable, Stanley Kubrick quitte définitivement le magazine Look, bien que le film soit un échec commercial. Lors du tournage du film, il rencontre sa future femme, Ruth Sobotka. En 1954, Le baiser du tueur, Killer Kiss, son second long métrage, film très court tourné dans les rues de New York, raconte l'histoire d'un boxeur minable obligé de fuir la mafia. L'histoire manque d'originalité, c'est le seul scénario original écrit par Kubrick, mais ce film démontre son talent à jouer avec l'ombre et la lumière et confirme sa maîtrise technique dans la scène de combat dans un entrepôt de mannequins. Sa réalisation est récompensée par un Léopard d'or au Festival international du film de Locarno. Début de collaboration avec James Harris. Le baiser du tueur attire l'attention de James B. Harris, producteur indépendant qui a de bonnes relations avec les majors de Hollywood. Alexander Singer, qui a connu Harris quelques années auparavant, fait se rencontrer les 2 hommes. Cette rencontre est décisive et ensemble ils fondent la Harris Kubrick Pictures alors qu'ils ne sont tous 2 âgés que de 26 ans. 2 ans plus tard, en 1956, naît de leur association le 3e film de Kubrick, L'Ultime Razzia, The Killing, le premier grand film avec un budget de $320 000,
financé en partie par Harris et les United Artists. Pour la première fois, le réalisateur dispose d'acteurs professionnels et d'une équipe technique complète. Encore une fois, l'histoire n'a rien d'exceptionnel. Un tireur embusqué doit abattre le cheval de tête dans une course hippique pour créer une diversion et faciliter le braquage de la caisse des paris. Un film noir de braquage, comme il en existe beaucoup à cette époque, mais Stanley Kubrick fragmente l'histoire que seule la voix off, très influencée par Citizen Kane d'Orson Welles, permet de reconstituer. Plus d'une décennie plus tard, le critique Pauline Kael considérait que l'ultime Razia avait lancé la carrière de Kubrick. Elle ne s'était pas trompée. Leur chemin se croise souvent par la suite car elle déteste tous ces films, une froide et distante atmosphère, des films qui n'ont pas d'âme. Au cours du tournage, Kubrick affirme son autorité alors que le directeur de la photographie, Lucien Ballard, change l'objectif que Kubrick avait choisi pour une scène avec un travelling, ainsi que son emplacement, en lui expliquant que ça n'aura aucune incidence sur les changements de perspective. Calmement, le cinéaste lui intime l'ordre de remettre la caméra à son emplacement d'origine, avec l'objectif initial, ou bien de quitter le plateau et de ne jamais y revenir. Ballard obéit et le tournage se termine tranquillement. Malgré un budget important, Kubrick n'apparaît encore dans le film que comme l'un des nouveaux maîtres de la série B. Orson Welles, interrogé par André Bazin sur les autres cinéastes, déclare « L'ultime Razia de Kubrick n'est pas trop mal ». Dans la revue Cahiers du cinéma, Jean-Luc Godard lui reconnaît quelques qualités tempérées. C'est le film d'un bon élève sans plus, ce qui correspond chez Ophuls à une certaine vision du monde et chez Kubrick une esbrouffe gratuite. Mais il faut louer l'ingéniosité de l'adaptation qui, adoptant systématiquement la déchronologie des actions, c'est nous intéresser à une intrigue qui ne sort pas des sentiers battus. L'ultime Razia étant un succès, United Artists accepte de financer à la hauteur d'$1 million le film suivant de Harris Kubrick, tiré d'un best-seller américain de 1935, The Path of Glory, inspiré d'événements réels s'étant produits en 1915, l'affaire des caporaux de soins, fusillés pour l'exemple, et pas du tout des mutineries de 1917 comme on le dit couramment. Les fusillés de soins n'étaient aucunement des mutins, ce qui rend leur condamnation encore plus insupportable. Harris ne disposant que d'un budget très modeste selon les critères hollywoodiens et d'un scénario de Kubrick, Calder Willingham et Jim Thompson, le projet ne suscite guère d'enthousiasme auprès des majors. Tout bascule quand Harris envoie une copie du scénario à Kirk Douglas, lequel répond « Stanley, je pense que ce film ne fera pas un rond, mais il faut absolument le tourner ». En 1957, 7 ans après le premier court-métrage, Kubrick dirige Kirk Douglas dans un film sur l'absurdité de la guerre, Les Sentiers de la Gloire. Le film se déroule durant la Première Guerre mondiale. Un général de l'armée française décide de lancer une de ses unités dans des attaques désespérées contre les lignes allemandes retranchées à Verdun. Après un échec désastreux et de lourdes pertes humaines, l'état-major décide que, pour l'exemple, 3 soldats innocents seront fusillés pour lâcheté. Le film est entièrement tourné en Allemagne avec 800 policiers allemands pour jouer les troupes françaises. Les scènes en intérieur sont tournées au studio Gesellschaft à Munich. On y voit apparaître des séquences qui caractérisent Kubrick et qu'il ne cesse de perfectionner par la suite. Travelling avant en caméra subjective, travelling arrière pour la marche du colonel dans la tranchée, Kubrick, travelling latéral pour la scène d'assaut dans No Man's Land, utilisation de la musique et mouvement de caméra sans heurts filmé avec une dolly pour la marche ininterrompue du colonel Dax dans les tranchées. Cette scène est d'ailleurs similaire à celle du labyrinthe de Shining, filmé en steadicam. La scène de la jeune captive, jouée par sa future épouse, l'actrice allemande, nièce de Veit Harlan, Christiane Suzanne Harlan, montre la capacité de Kubrick à filmer l'émotion
sont tombés dans la sensiblerie. Il divorce de Ruth Sobotka en 57 pour épouser en 58 Christiane Harlan qu'il a rencontrée pendant le tournage. Le frère de celle-ci, Jeanne Harlan, devient le producteur délégué du réalisateur à partir de 75. Dans ce film apparaissent deux thèmes de prédilection de Kubrick, la double personnalité et un monde au bord de l'effondrement. Dans le livre et dans le film, les personnages sont clairement identifiés, avec le colonel Dax, Kirk Douglas, homme sobre, intelligent et courageux, et le général Miro, George Macready, vaniteux, ambitieux et incompétent. Le personnage le plus machiavélique du film est le général Brûlard, Adolphe Menjou. Kubrick joue habilement avec la bonhomie du personnage, rusé et raffiné mais s'avérant incroyablement amoral. Il détruit les dernières illusions du colonel et ruine définitivement la carrière du général, et sans aucune pitié envers les hommes du troupe. Le film est projeté à Munich le 18 septembre 1957. Il est perçu comme une critique directe de l'armée française par la cruauté des scènes finales et la satire violente des états-majors français. Même si le film souffre de nombreuses invraisemblances, il reçoit plusieurs récompenses, dont le prix Chevalier de la Barre. Sous la pression d'associations d'anciens combattants français et belges, le gouvernement français proteste auprès de la unité d'artistes, mais ne demande pas la censure du film. Devant l'ampleur du mouvement contestataire, les producteurs de films décident de ne pas le distribuer. De nombreux pays en Europe, comme la Suisse, refusent également de le diffuser. C'est 18 ans plus tard, en 1975, que le film est finalement projeté en France. De retour aux États-Unis, Stanley Kubrick écrit 2 scénarios qui sont refusés par les majors hollywoodiens. La MGM lui propose de travailler sur le scénario d'un western avec comme vedette Marlon Brando. Après 6 mois de travail de préparation, le cinéaste et l'acteur se fâchent. Marlon Brando, star hollywoodienne, obtient facilement le départ de Kubrick et décide de le réaliser lui-même, La vengeance aux 2 visages. Au même moment, sur un autre film, Kirk Douglas, acteur et producteur principal du péplum Spartacus, insatisfait du travail d'Anthony Mann, sollicite Stanley Kubrick pour terminer le film. Après le succès commercial des Sentiers de la Gloire, celui-ci accepte et termine le film. Le tournage dure 167 jours, partagés entre la Californie et l'Espagne, pour des scènes de combat avec plus de 10 000 figurants issus de l'armée espagnole. Des conflits artistiques apparaissent rapidement entre Kirk Douglas et Russell Metty, le directeur de la photographie. Kubrick intervient également sur le scénario fondé sur l'histoire vraie du soulèvement d'esclaves romains qu'il trouve moralisateur et sans intérêt. Le film sort en 1960, il obtient un grand succès critique et commercial et gagne 4 Oscars. Quelques années plus tard, Stanley Kubrick renie le film dont il garde un souvenir amer. Dans l'œuvre de Kubrick, c'est son film le plus impersonnel. Le film reprenant l'intrigue et le traitement du roman historique de Howard Fast. À partir de ce moment, installé définitivement en Angleterre, le cinéaste travaille de plus en plus lentement, poussant de plus en plus loin son perfectionnisme et sa volonté d'expérimentation technique. Il passe 5 ans à développer son film suivant. Il y en a eu d'autres entre-temps, mais on avance un peu. 2001, l'Odyssée de l'espace. Le 22 avril 1964, Kubrick rencontre Arthur C. Clarke au restaurant Trader Vic's du Plaza Hotel de New York. Pour imaginer le monolithe noir, clé de voûte du film, les 2 co-scénaristes font la tournée des galeries d'art le mois suivant leur rencontre. Selon le sémiologue français Alexandre Bruyère-Master, il se sera inspiré de l'œuvre du peintre Georges Yatrides, alors mis en valeur par un des plus grands marchands de tableaux du moment, S.E. Johnson, qui exposait les œuvres de l'artiste de manière permanente au International Galleries de Chicago. Le tournage du film débute le
29 décembre 1965 sous le titre provisoire du Voyage au-delà des étoiles. Il se déroule dans un premier temps au studio de Shepperton, puis se poursuit au studio d'Elstree, plus proche de la ville où Kubrick a emménagé. MGM Cinerama finance le film, dont le budget s'élève à 6 millions de dollars. Pour la première fois, le cinéaste interdit le plateau de tournage à la presse, ce qu'il fait systématiquement par la suite. Artistiquement, 2001 a un changement radical dans les films de science-fiction. Stanley Kubrick n'étant pas partisan des films où les décors et les monstres sont en papier mâché ou en carton, il souhaite que les décors de son film soient techniquement réalisables dans le futur qu'il présente. C'est Tom Howard, lauréat de l'Oscar des meilleurs effets visuels en 1947 pour L'Esprit s'amuse et en 1959 pour Les aventures de Tom Pouce, qui est chargé de concevoir la savane préhistorique. Wally Withers conçoit les véhicules spatiaux et l'autocar lunaire. On construit également une centrifugeuse de 750 000 $. Et pour les effets spéciaux, Kubrick s'entoure d'éminents collaborateurs, parmi lesquels Harry Lange, ancien conseiller de la NASA, et Marvin Minsky, directeur d'un laboratoire d'intelligence artificielle. George Lucas, créateur de Star Wars, déclare après la mort de Kubrick que si ce film n'avait pas été fait, il n'aurait probablement jamais réalisé sa saga. Kubrick reçoit l'Oscar des meilleurs effets visuels, le seul et unique Oscar de sa carrière, pour la qualité de son travail. Une équipe l'a aidé dans cette tâche, mais comme il est à la fois concepteur et créateur de tous les effets spéciaux du film, c'est à lui que l'on décerne la statuette. C'est également le début de la légende que le cinéaste va volontairement se forger, celle d'un homme qui, tel un ordinateur, enregistre une incroyable quantité d'informations, devenant un expert de la mise en scène dont il maîtrise parfaitement tous les rouages. Stanley Kubrick n'hésite pas à utiliser les dernières innovations techniques quand cela sert son œuvre. Ordinateur et projection frontale pour 2001, éclairage à la lumière des bougies pour Barry Lyndon grâce à un objectif Zeiss développé par la NASA, ou encore Steadicam pour Shining. Orange Mécanique est un film à la violence et à l'érotisme prémonitoire, réalisé en 1971, d'après le roman L'Orange Mécanique d'Anthony Burgess et adapté par Stanley Kubrick qui travaille seul. Le thème du double, cher à Kubrick, est encore une fois développé dans ce film, avec Alex qui représente l'inconscient de l'homme qui a pour lutte entre le bien et le mal dans un monde qui s'effondre. Kubrick réalise le film très rapidement, caméra à l'épaule, et presque entièrement tourné dans la région de Londres. Au XXIe siècle, dans une Angleterre dont on ne sait plus enrayer l'escalade de crime, Alexandre Delarge, Malcolm McDowell, le chef de la bande des Drugs ou Drogies, exerce avec sadisme une terreur aveugle sur le fond de symphonie numéro 9 de Beethoven, deuxième et quatrième mouvement. En Angleterre, le film suscite une polémique importante, aggravée par plusieurs faits divers où des délinquants portant les mêmes costumes qu'Alex déclarent s'inspirer directement du personnage principal du film. Dans un premier temps, Stanley Kubrick ne tient pas compte de ces faits divers, mais les médias, frustrés par le manque d'interlocuteurs, se retournent vers l'auteur du livre qui se retrouve seul à défendre un film auquel il n'a pas participé. La controverse s'amplifie et inquiété par les lettres de menaces de mort qu'il reçoit à son domicile, le réalisateur oblige la Warner de retirer le film des écrans du Royaume-Uni. Élu meilleur film de l'année 72 par le New York Film Critics Circle, Orange Mécanique est l'un des plus gros succès de la Warner Bros. Pictures et reste à l'affiche durant 62 semaines. Il n'y a aucun doute qu'il serait agréable de voir un peu de folie dans les films,
Au moins, il serait intéressant à regarder. Chez moi, la folie est très contrôlée, déclara Kubrick. Après 3 films de science-fiction, frustré de l'abandon par la Warner Bros. De son projet sur Napoléon, prévu avec Jack Nicholson dans le rôle de l'empereur, Kubrick a une véritable passion pour Napoléon. Il ne comprend pas comment un homme aussi intelligent a pu sombrer. Stanley Kubrick réalise son premier film historique à partir de la biographie d'un jeune Irlandais, Barry Lyndon, d'après le roman picaresque de William Makepeace Thackeray, le destin d'un jeune et intrigant Irlandais sans le sou, Raymond Barry, Ryan O'Neill, de son ascension plein d'audace à sa déchéance. La préparation du film dure 1 an. Le réalisateur veut tourner un film à l'esthétique proche des tableaux du XVIIIe siècle. La réalisation du film demande plus de 250 jours de tournage au Royaume-Uni et en Allemagne. À la fin du tournage, Kubrick et Ryan O'Neill sont définitivement fâchés. Les contraintes techniques imposées par le réalisateur font passer le budget du film de 2,5 millions de dollars à plus de 11,1 millions de dollars. Les critiques sont sévères envers le film qui est jugé trop long, trop lent, élitiste et ennuyeux. Le film obtient pourtant 4 Oscars, meilleure direction artistique, meilleure photographie, meilleur costume, meilleur arrangement musical. Stanley Kubrick entreprend ensuite l'adaptation du roman Shining, L'Enfant en Lumière de Stephen King. Ce film, dans la lignée de L'Exorciste, Halloween et Rosemary's Baby, le meilleur du genre selon Kubrick. Le film est moins risqué financièrement que ses productions précédentes, et après l'échec commercial de Barry Lyndon, l'adaptation d'un best-seller de Stephen King est un gage de quasi-succès. Et ces 6 derniers romans de l'auteur se sont vendus à plus de 22 millions d'exemplaires. Le réalisateur, Indiana Johnson, modifie profondément l'histoire du livre, ce qui déplaît à Stephen King qui refuse d'apparaître au générique final du film. Il n'est pas le seul mécontent. Aux États-Unis, l'exploitation du film est un échec. Le film, en rangeant de ne pas avoir assez tremblé et reprochant aux 2 scénaristes d'avoir abattardi le genre et trahi l'esprit du livre. Comme à leur habitude, certaines critiques eurent le film. Le film relate la descente aux enfers de Jack Torrance, Jack Nicholson, écrivain ayant accepté un poste de gardien à l'hôtel Overlook, isolé dans les montagnes rocheuses et fermé pour l'hiver. Il s'y installe avec sa femme Wendy, Shelley Duvall, et son fils Danny Lloyd, qui possède un don de médium, le Shining. Plus que tout autre film, Shining consolide la réputation de mégalomane perfectionniste du réalisateur. Kubrick rôde dans les immenses studios du District, la barbe et les cheveux longs, les yeux cernés, tout comme son héros Jack Torrance, qui erre sans inspiration dans l'hôtel Overlook. Pour les déplacements des personnages les plus complexes à filmer, son opérateur Garrett Brown utilise un système de stabilisation de caméra qu'il a inventé quelques années auparavant, le Steadicam, très utilisé de nos jours. Le tournage dure plus d'1 an et est particulièrement difficile pour Shelley Duvall. Alors que Kubrick laisse une certaine attitude dans l'interprétation à Jack Nicholson, Shelley Duvall doit répéter 40 à 50 fois la même scène. Aujourd'hui, Shelley Duvall dit « Ce fut une expérience formidable, même si c'était à refaire, je n'accepterais pas le rôle. » L'image finale du film, semblable à la fin quelque peu mystérieuse et ambiguë de 2001 l'Odyssée de l'espace, engendre plusieurs interprétations de la part des fervents admirateurs du cinéaste, comme Rodney Ashner avec son film de documentaire Room 237, dans lequel propose une interprétation sous forme d'indice caché du film. Stanley Kubrick n'a jamais donné une réponse définitive, préférant laisser le soin aux spectateurs de décider par eux-mêmes. Kubrick considère ce film comme son œuvre la plus personnelle. Kubrick veut tourner un vrai film de guerre, mais ni un film comme Apocalypse Now ou Voyage au bout de l'enfer,
ni une parodie comme Docteur Folamour, ni un film antimilitariste tel que Les Sentiers de la Gloire. La symbolique du film Full Metal Jacket est proche de celle de Orange Mécanique, où le héros, intellectuellement supérieur à ses camarades, doit lutter entre le bien et le mal dans un monde en guerre. Le personnage central du film, le soldat guignol, Matthew Modine, va petit à petit perdre son âme durant ses classes aux États-Unis, marqué par l'agression de son protégé, le soldat Baleine, Vincent D'Onofrio, et au Vietnam par l'exécution sans pitié d'une prisonnière vietnamienne. Stanley Kubrick détourne l'esprit du livre The Short Timers de l'écrivain Gustav Hasford pour mieux imposer sa propre vision de la guerre et de l'âme humaine, au grand mécontentement de l'écrivain qui est tout de même cité au générique final comme co-scénariste. La première partie du film suit l'entraînement intensif d'un groupe de jeunes recrues américaines dans un camp de Marines à Parris Island aux États-Unis en 1968 pendant la guerre du Vietnam et l'affrontement entre l'adjudant-instructeur Lee Hermé et une jeune recrue inadaptée, Vincent D'Onofrio, excellent acteur. La confrontation finale entre les deux hommes clôt cette partie. La deuxième partie du film se déroule au Vietnam et montre le baptême du feu des Marines à Da Nang, puis la bataille sanglante de Tet dans la province de Hue. Le film est entièrement tourné en banlieue de Londres, bien loin du réalisme d'Oliver Stone Platoon. Quelques plans exotiques servent de décor d'arrière-plan. Les scènes de combat sont tournées dans une usine désaffectée et l'île de Parris Island est recréée dans une ancienne base militaire britannique. Kubrick utilise plusieurs fois l'élargissement de plan pour modifier l'interprétation du spectateur lorsqu'il voit la scène de près puis de loin. Le tournage du film est interrompu pendant 4 mois à la suite de l'accident de voiture de Lee Harney, conseiller technique en sa qualité d'ancien instructeur des Marines et acteur principal lors de la première partie du film. Plus de 7 ans après la sortie de son dernier film, Stanley Kubrick se lance dans l'adaptation de la nouvelle rêvée de l'Autrichien Arne Schneider, livre qu'il avait lu à la fin des années 70. Le scénario est une fidèle adaptation du film et raconte l'errance dans la nuit new-yorkaise du docteur Hartford, Tom Cruise, obsédé par la révélation de sa femme, Nicole Kidman, d'avoir failli céder à la tentation d'un autre homme et à la recherche de ses propres fantasmes, un voyage entre le réel et l'imaginaire. On retrouve dans Eight Wide Shut, ce qui a toujours fasciné Kubrick, le thème du double qui envahit tout et qui engendre la perte d'identité, nos pulsions les plus intimes derrière les apparences. Le tournage dure 15 mois de novembre 1996 à janvier 1998 et bloque la carrière de Tom Cruise pendant 3 ans, 2 ans de tournage et la sortie du film Mission Impossible de Brian De Palma retardée d'1 an. Comme à son habitude, le soir venu, Kubrick visionne sur les vidéos les scènes tournées dans la journée et modifie au jour le jour le scénario en fonction des performances des acteurs. Après 6 mois de tournage, l'acteur Hervé Kettel claque la porte et est remplacé au pied levé par Sidney Pollack. Ce film est le testament de Kubrick qui meurt d'une crise cardiaque dans son sommeil le 7 mars 1999. Il est enterré à côté de son arbre préféré dans le manoir de Chickbury, dans le Hertfordshire, au Royaume-Uni. Eight Wide Shut sort en juillet 1999, 4 mois après la mort du réalisateur. Il le considérait comme son meilleur film, selon une confidence faite à son ami Julian Senior la veille de sa mort. It's my best film ever, Julian. Voilà pour la carrière de cet énorme réalisateur dont je voulais vous parler. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt et lâchez des petits plus. Merci. Ciao, ciao.
Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.